Malgré les efforts considérables que déploie le Togo pour mettre un terme à la traite des personnes, le gouvernement togolais ne respecte pas encore pleinement les normes minimales pour l'élimination de la traite. C'est ce qu'on peut lire dans le nouveau rapport du département d'État américain sur la traite des personnes au cours de l'année 2024. Par rapport à la période de référence précédente, le Togo a fait preuve d'efforts considérables dans les poursuites pour traite de personnes en maintenant ses efforts globaux d'application des articles 317 à 320 du Code pénal érigeant en infraction la traite à des fins sexuelles et la traite de main-d'œuvre. Dans les détails, l'unité de lutte contre la traite des personnes du ministère de la Justice a ouvert durant la présente période 34 enquêtes. 14 pour la traite à des fins sexuelles et 20 pour la traite à des fins de main-d'œuvre. 20 enquêtes restées en suspens au cours de la période précédente ont été aussi poursuivies. Au total, 36 accusés ont été poursuivis, contrairement à 8 poursuites au cours de la période de référence précédente. Si l'on note que le Togo avait établi 3 accusations au cours de la période précédente, le Togo n'a cependant pas prononcé de condamnation sur les 36 accusés poursuivis. Selon les observateurs du département d'État américain, le gouvernement n'a fait état d'aucune enquête, poursuite ou condamnation d'employés du gouvernement complices de crimes de traite des êtres humains. Toutefois, la corruption et la complicité des autorités demeurent une préoccupation importante. Elle entrave l'action des forces de l'ordre, lit-on dans le rapport 2024 du département d'État américain sur la traite des personnes au Togo. Les forces de sécurité de la région de la Kara ont ouvert une enquête pour retrouver les parents d'un nourrisson de moins de 24 heures abandonné sous un apatam servant de lieu de vente de boissons locales, communément appelé Tukutu. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 20 au 21 novembre dernier. Selon les témoignages recueillis par le site d'information septentrional.tg, un média local basé dans la région, c'est un passant qui a découvert le nourrisson sous l'apatam dans la nuit. Choqué, il informa un agent de santé communautaire avec qui ils amenèrent le nourrisson au centre médico-social de la localité. Le centre, à son tour, a référé le nourrisson à la pédiatrie du CHU Kara. Après les soins, le nourrisson est placé sous la garde d'un service de prise en charge avec l'assistance du centre des affaires sociales. Actuellement, le nourrisson est sain et sauve puisqu'il s'agit d'une petite fillette. Quant aux parents, ils sont recherchés par la police et la gendarmerie pour répondre de leurs actes devant la loi. Ces actes irresponsables et inhumains deviennent de plus en plus foisons. Dans certains cas, les nourrissons ne sont retrouvés qu'après décès. Souvent, les interrogations tournent autour des mobiles qui poussent les parents à abandonner les nouveau-nés dans des lieux inappropriés malgré la multiplication des villages d'enfants et des centres d'accueil dédiés. Chaque année, les routes africaines enregistrent des centaines de milliers de morts et de blessés, faisant du continent l'un des plus touchés au monde par les accidents de circulation. Ce fléau nécessite une mobilisation accrue pour sensibiliser les populations et promouvoir des comportements responsables. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Afrique détient le taux de mortalité routière le plus élevé. Il concentre près de 1/5 de tous les décès dus à la circulation dans le monde, avec des accidents souvent liés à des excès de vitesse, le non-respect du code de la route et l'absence d'équipements de sécurité comme les casques ou les ceintures. Les motocyclistes et les piétons représentent une proportion significative des victimes. Au Togo, la situation est tout aussi préoccupante. Les mototaxis sont au centre des enjeux de sécurité routière. Ces engins, indispensables pour la mobilité urbaine, figurent parmi les premières causes d'accidents graves. Pour y faire face, plusieurs initiatives ont été mises en place, notamment des campagnes de sensibilisation, l'obligation du port de casque et le renforcement des contrôles sur les principales artères de Lomé. Cependant, les défis restent nombreux. Pour inverser la tendance, les autorités togolaises doivent investir davantage dans des infrastructures adaptées, comme des passages piétons sécurisés et des panneaux de signalisation, l'installation de lampadaires sur les routes, tout en renforçant l'éducation des usagers dès le plus jeune âge, mais aussi le renforcement des législations en matière de sécurité routière.
La lutte contre les accidents au Togo, comme ailleurs en Afrique, passe par une combinaison d'actions concrètes et de changements d'attitude indispensables pour sauver des milliers de vies chaque année. La consommation d'alcool, de cannabis et d'autres substances psychotropes par les jeunes au Togo prend de l'ampleur et devient préoccupant. Dans un récent rapport de l'enquête STEPS Togo sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles, il ressort que la prévalence de la consommation d'alcool au sein de la population générale au Togo est de 62% contre 25% qui n'ont jamais consommé d'alcool. Dans les détails, l'alcool est plus consommé en milieu rural qu'urbain. Sur les 5 régions du pays, la prévalence de la consommation d'alcool dans les plateaux est plus élevée avec un taux de 74%. Elle est suivie de la région de Kara avec un taux de 66% et du Grand Lomé qui est de 63%. Le taux le plus bas s'élève à 49% et vient de la région centrale. Notons qu'il est aussi dit dans le rapport que des consommateurs ont déclaré consommer 6 verres ou plus d'alcool en une seule occasion. Eu égard à ces chiffres, il est clair que la consommation d'alcool connaît une forte croissance dans le pays. Aussi, faut-il dire qu'au-delà de l'alcool et des liqueurs, d'autres boissons traditionnelles et surtout la bière sont très prisées, surtout auprès de la jeunesse togolaise. En août dernier, des milliers de Nigérians sont descendus dans les rues pour protester contre la flambée des prix. Des manifestations pacifiques, rapidement surnommées 10 jours de colère, mais selon un rapport d'Amnesty International publié jeudi, la répression policière a tourné au drame. Au moins 24 manifestants auraient été tués par les forces de l'ordre. Les témoignages recueillis par l'organisation indiquent que la police a utilisé des balles réelles à bout portant, visant souvent la tête ou le torse des manifestants. Parmi les États les plus touchés, Kano, Katsina, Jigawa et Borno. Si Amnesty International parle d'une politique délibérée de tirer pour tuer, la police nigériane nie toute responsabilité directe, évoquant des accidents et même des attaques orchestrées par Boko Haram. L'ONG affirme toutefois avoir rassemblé des preuves accablantes, notamment des vidéos et des certificats de décès. Durant ces protestations, plus de 1200 manifestants ont été arrêtés et 146 personnes, dont des mineurs, inculpés pour trahison. Face à la pression internationale, au moins 30 mineurs ont été libérés, mais aucune enquête sur ces violences n'a été ouverte à ce jour. « 80 ans après les événements tragiques de Thiaroye, la France a enfin reconnu officiellement le massacre des soldats africains survenu en 1944. Ces soldats originaires d'Afrique de l'Ouest faisaient partie des tirailleurs sénégalais, un corps d'infanterie coloniale de l'armée française. Dans une lettre adressée au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, Emmanuel Macron a reconnu pour la première fois ce jeudi les assassinats de ces soldats ouest-africains tués par l'armée française. Ces hommes avaient réclamé le paiement de leur salaire dû depuis leur participation à la Seconde Guerre mondiale. Le 1er décembre 1944, entre 35 et 400 tirailleurs sénégalais avaient perdu la vie dans ce qui avait été décrit pendant plusieurs années par la France comme une mutinerie liée au salaire impayé. Marie Chumumba observe l'évolution des asticots qu'elle cultive dans cette fosse. Cette Zimbabwéenne de 54 ans fait partie des agriculteurs de Nyangambe, une région du sud-est du Zimbabwe, qui se consacre désormais à cette activité. Elle peut produire jusqu'à 15 kg d'asticots en 21 jours, ce qui équivaut à 375 kg d'aliments pour le bétail. Nous sortions tout juste de la pandémie Covid-19 lorsque ce concept nous a été présenté. Et les gens étaient enthousiastes pensant que les donateurs avaient appelé à une aide alimentaire. Mais après avoir réalisé qu'il s'agissait de mouches, soldats noirs et asticots, les gens ont commencé à changer d'avis au regard du lien entre mouches et choléra. Les asticots proviennent de la mouche soldat noir, originaire des régions tropicales d'Amérique du Sud. Elle pond entre 500 et 900 œufs. Les larves
dévorent les matières organiques en décomposition et les transforment en une riche source de protéines pour le bétail. Il s'agit d'un système circulaire qui ajoute de la valeur et pour les petits exploitants agricoles, il s'agit d'un catalyseur car les asticots de la mouche soldat noir se situent entre 55 et 60% de protéines brutes. Et c'est très bien, c'est même mieux que les protéines circulaires que nous obtenons du sol. L'activité permet aux agriculteurs de réduire leur coût de production d'environ 40%. C'est aussi une source de revenus pour les agriculteurs dont les champs ont été plombés par la sécheresse. Cinq pays condamnent l'intensification des violences au Mozambique. Alors que la nation d'Afrique australe est en proie à des manifestations post-électorales, les gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de la Norvège et de la Suisse ont conjointement tenu à condamner la situation. Le scrutin présidentiel du 9 octobre a donné gagnant le parti Frelimo au pouvoir depuis 1975. Ces résultats ont été contestés et ont donné lieu à l'indignation de l'opinion publique qui est montée en flèche depuis. Le candidat vainqueur du Frelimo est Daniel Chapo, qui succède à Felipe Nyusi et devient ainsi le 5e président du Mozambique depuis son indépendance du Portugal. Le groupe de surveillance local Plataforma Décidé a déclaré la semaine dernière qu'au moins 67 personnes avaient été tuées en raison des troubles survenus entre la mi-octobre et la mi-novembre. De nouvelles manifestations antigouvernementales ont éclaté mercredi après qu'un véhicule de police a fauché une femme lors d'une manifestation et que des images de l'incident ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Les ambassades des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de la Norvège et de la Suisse ont demandé l'ouverture d'une enquête sur l'incident. Dans le district de Bulambuli, situé à l'est de l'Ouganda, de violentes pluies ont inondé 6 villages, engloutissant des dizaines de maisons. Le bilan est lourd, au moins 15 personnes ont perdu la vie et plus de 100 sont toujours portées disparues. Face à l'ampleur de la catastrophe, les voix s'élèvent pour demander la relocalisation des populations affectées. Le gouvernement continue d'acquérir des terres, mais regardez le résultat. Il est primordial que les gens soient évacués de cette zone, car les pluies continuent. L'eau dévale des collines de toutes parts, les pluies sont trop fortes. Il est essentiel d'évacuer sans délai les habitants. Et mon message à tous ici, quittons cet endroit et trouvons refuge chez des proches ou dans des lieux sûrs, mais quittons cet endroit. Les pluies torrentielles des derniers jours ont causé de graves inondations dans le nord-ouest de l'Ouganda après que l'un des affluents du Nil a débordé. En réponse, le bureau du Premier ministre a émis mercredi une alerte aux catastrophes, signalant que plusieurs routes principales du pays étaient désormais impraticables. Pour la première fois en 24 ans, un président nigérian effectue une visite d'État en France. Celle-ci marque un tournant dans les relations entre le Nigeria et Paris, avec des objectifs clairs, renforcer les liens économiques et attirer des investissements étrangers. Le président Bola Tinubu, accompagné de son épouse, a été accueilli jeudi avec les honneurs militaires à Paris. Au programme, des réunions importantes pour discuter des secteurs prioritaires, sécurité, agriculture, énergie et défense. Nous avons travaillé à la stabilisation du système de sécurité au Nigeria et nous nous en rapprochons de plus en plus. Nous faisons au mieux aujourd'hui dans le domaine de la sécurité. J'assure à tous les investisseurs ici présents que le Nigeria est ouvert aux affaires et je vous remercie de votre collaboration. Emmanuel Macron, de son côté, a mis en lumière les priorités communes, soulignant l'importance des partenariats économiques. Au-delà de ces partenariats économiques, qui, à nos yeux, doivent faire de la France un partenaire dans la durée pour vous accompagner pour la sécurité alimentaire de votre pays, pour permettre justement l'extraction et la valorisation dans votre pays des minerais critiques dont il dispose, et pour être un partenaire de votre stratégie de défense et de sécurité par nos industries,
3 axes où nous voulons nous engager. Cette visite arrive dans un contexte où la France cherche à renforcer ses partenariats en Afrique avec le Nigeria comme pilier.